L'anime commence avec une jeune fille, Kathleen Funada, enregistrant une vidéo d'elle-même. Avec un sentiment d'urgence dans la voix, elle explique qu'elle laisse une preuve de son existence car en 2030, une maladie mortelle appelée Gibiate ravagera le monde, à commencer par Venise, en Italie. Alors que la scène change, Kathleen raconte comment la maladie a radicalement modifié le cours de l'histoire humaine en seulement 2 petites années. Retour au Japon de 1600 après JC, où une tempête fait rage dans la nuit. 2 hommes, Kanzaki Sansui et Sanada Kenroku, sont vus sur un bateau, tous 2 exilés d'Edo. Kenroku reconnaît Sansui et demande la raison de son exil. Sansui révèle que son maître lui a demandé de prendre la chute, qui a promis de le rappeler une fois l'exil terminé. Kenroku a aussi sa propre histoire, il vivait une vie avec une femme jusqu'à ce qu'il soit arrêté pour avoir tué un shogun maléfique. Alors que Kenroku faisait face à son exécution imminente, il a plutôt choisi d'accepter l'exil. Mais alors que leur bateau était secoué par des vagues soudaines et tumultueuses, une lumière de la mer les enveloppa. Quand ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés dans une version désolée et détruite de Tokyo en 2030. Au début, ils ont cru qu'ils étaient entrés dans l'au-delà, l'un des bâtiments imposants au loin apparaissant comme un palais. Alors qu'ils exploraient leur environnement, Kenroku et Sansui rencontrèrent une silhouette solitaire assise au milieu des ruines. S'approchant de lui avec prudence, ils furent choqués lorsque l'homme se transforma en une créature monstrueuse. Puis Sansui a attrapé un morceau de fer pour tenter de se défendre, mais l'arme était inefficace. Après cela, Kenroku a utilisé un extincteur comme arme, frappant le monstre avec, mais en vain. Alors que Kenroku tentait d'engager le monstre, il découvrit qu'il était plus lent que prévu. Juste au moment où la créature avançait vers eux, Kathleen et un homme nommé Meda sont arrivés à leur secours. Sans hésitation, elle a sorti une arme à feu et a tiré des balles qui ont piégé et électrocuté le monstre, le rendant vaincu. Récoltant rapidement son sang, elle fit signe à Sansui et Kenroku de la rejoindre dans la voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, Kenroku s'émerveilla de la vitesse du véhicule, remarquant qu'il ressemblait à un cheval à grande vitesse. Sansui, quant à lui, a demandé à Kathleen s'ils étaient dans l'au-delà. Elle a expliqué qu'ils étaient en fait à Tokyo et a demandé d'où ils venaient tous les deux. Meda a été surprise par leurs vêtements à l'ancienne, et Kenroku a révélé qu'avant d'arriver à Tokyo, ils avaient été sur un bateau, quittant Edo. Cette information a stupéfié Kathleen, l'amenant à soupçonner que Sansui et Kenroku étaient des samouraïs. Puis Meda révèle à Kenroku et Sansui que Tokyo est la future version d'Edo. Kathleen ajoute que de nombreux siècles se sont écoulés depuis la période Edo et que le Japon est resté en paix au cours des 80 dernières années. Cependant, la récente épidémie de la maladie infectieuse appelée Gibiate a tout changé. La maladie transforme les personnes infectées en monstres. En entendant cela, Kenroku panique en se souvenant du monstre qu'ils ont rencontré plus tôt, se demandant s'il a lui aussi été infecté. Kathleen calme Kenroku en l'informant que tant qu'ils évitent de se faire piquer par Gibiate, ils ne seront pas infectés. Lorsque Meda apprend que Sansui est un samouraï, il pose des questions sur son katana. Sansui révèle qu'il n'est venu qu'avec les vêtements sur le dos. D'un autre côté, Kenroku mentionne qu'il est un shinobi et qu'il n'a pas besoin d'un katana pour se battre. Meda pose ensuite des questions sur les compétences de combat de Sansui en tant que samouraï. Kenroku explique que Sansui était autrefois connu comme un tueur de milliers de personnes. En réalisant sa force, Meda propose de récupérer un katana de sa maison. Il demande à Kathleen de reprendre la conduite de la voiture et de retourner au camp pendant qu'il récupère l'arme. Peu de temps après leur arrivée, Kathleen, Sansui et Kenroku ont été accueillis par Brian, un soldat américain. Les gens du camp ont été surpris par les vêtements anciens que Sansui et Kenroku portaient. Peu de temps après, Kathleen a salué sa mère, Yurika, et l'a informé qu'elle avait amené un samouraï et un ninja avec elle. Cependant, le manque de surprise de Yurika a rendu Kenroku confus. Ensuite, Kathleen a expliqué que l'âme de sa mère avait été endommagée, l'empêchant de faire la distinction entre Gibiate et les humains. Kathleen a ensuite emmené Sansui et Kenroku rencontrer le docteur Yoshinaga, qui était accompagné d'un autre soldat américain, Adam. Adam a exprimé son incrédulité à l'idée que des samouraïs et des ninjas voyagent dans le temps, rappelant à Kathleen que beaucoup de gens sont devenus fous dans la situation actuelle. Il a également jugé que Sansui et Kenroku pouvaient souffrir de troubles mentaux. Adam a averti Kathleen de garder un œil attentif sur Sansui et Kenroku, craignant qu'ils ne volent quelque chose. Après qu'Adam soit parti chercher des provisions, Yoshinaga s'est présenté et a expliqué que le gibiate était une maladie qui transformait les humains en animaux. Malgré la nature étrange de la maladie, il croyait en l'histoire du voyage dans le temps de Sansui et Kenroku. En apprenant que Sansui avait été touché par l'attaque d'un monstre, Yoshinaga a demandé s'il avait entendu le bruit de l'eau qui coulait dans sa tête. Sinon, il ne serait pas infecté. Sansui a soulagé Kathleen en disant qu'il n'avait pas entendu un tel son. Yoshinaga a révélé qu'il recherchait actuellement un médicament qui pourrait transformer les personnes infectées par gibiate en humains. Kathleen lui a ensuite donné l'échantillon de sang de gibiate qu'elle avait obtenu plus tôt. La nuit, ils ont allumé les lumières du camp, car Yoshinaga a expliqué que Gibiate n'aimait pas la lumière. Pendant ce temps,
Maeda avait récupéré son katana chez lui. D'autre part, Kathleen a enregistré Sansui, lui demandant de partager son histoire en tant que samouraï et de démontrer ses talents d'épée. Puis il a commencé par expliquer qu'il avait été adopté par un épéiste étranger à un jeune âge et qu'il avait enseigné le maniement de l'épée de l'Occident. Ainsi, Sansui n'avait que 15 ans lorsqu'il fut accueilli par son maître et envoyé au Nenryu Dojo pour s'entraîner à l'art du combat avec 2 katanas. Il était accompagné de Kathleen et Kenroku alors qu'ils exploraient la zone d'habitation du camp. Là, elle les informa qu'il ne restait plus que 50 personnes et qu'elles s'étaient toutes transformées en gibiates. Kathleen avait hâte de tester la force de Sansui et la défier à un match de kendo. Cependant, Sansui a d'abord hésité, mais elle lui a rappelé que s'il était vraiment un samouraï, il devait faire ses preuves face au danger. Après avoir accepté le défi, il l'a vaincu sans effort, l'impressionnant par son habileté. Il lui a expliqué qu'un vrai samouraï n'émousse jamais sa lame en la cognant au combat, une leçon qu'elle a prise à cœur. En récompense de sa victoire, Kathleen a aidé Sansui et Kenroku à s'habiller avec plus de style. À la surprise de Kenroku, ses cheveux étaient devenus bleus, le rendant facilement reconnaissable de loin. Alors que Kathleen le complimentait sur son look unique, il était inquiet, croyant que se démarquer ferait de lui une cible. Après cela, Sansui et ses compagnons ont rendu visite à Yurika pour soigner une blessure à la main subie lors d'une attaque des gibiates. Sansui, curieux de connaître son maître, Matsumoto Juzan, a interrogé Yurika à son sujet. Elle a consulté un livre d'histoire japonais et a annoncé la nouvelle dévastatrice que Juzan avait trahi Sansui et avait finalement été décapité. Pendant ce temps, Maeda était poursuivi par des queues de gibiates sous forme d'araignées. Puis Adam et Brian sont passés à l'action, utilisant des projecteurs et des coups de feu pour repousser les monstres. Cependant, Kathleen est devenue de plus en plus inquiète pour Sansui, qui était devenu inhabituellement calme après avoir appris le sort de Juzan. Puis Kenroku lui a expliqué que Sansui ressentait un profond sentiment de culpabilité et de regret de ne pas avoir été aux côtés de Juzan dans ses derniers instants. Peu de temps après, Sansui a quitté le bâtiment, perdu dans ses pensées et aux prises avec ses émotions. Juste à ce moment, Maeda arriva, brandissant son katana. Soudain, l'électricité du camp a été coupée, provoquant la panique parmi les habitants en raison de la menace imminente d'attaque de gibiates. Peu de temps après, Yoshinaga a chargé Kathleen de sauver sa mère et a demandé à Kenroku d'aider à défendre le camp. Sansui regarda avec incrédulité les gibiates descendre sur les personnes sans défense. Puis Maeda lui a offert son katana, l'encourageant à prendre les armes et à défendre leur communauté. La situation devenant de plus en plus désastreuse, Sansui est passé à l'action, utilisant ses compétences et ses armes pour combattre les envahisseurs gibiates. Pendant qu'il se battait, il a promis à Maeda de l'amener à Yurika pour un traitement, et il s'est battu de toutes ses forces pour tenir cette promesse. Alors que Sansui combattait en première ligne, Kenroku et Yoshinaga travaillaient pour protéger les résidents du camp. Ils ordonnèrent aux gens de se rassembler en lieu sûr et proposèrent de brûler les tanks pour chasser les gibiates. Pendant ce temps, Kathleen a couru aux côtés de sa mère, utilisant ses pouvoirs pour la sauver des griffes d'un gibiate. Malgré les efforts de Sansui et des autres, la ligne défensive était rapidement dépassée. Les balles des défenseurs ne pouvaient pas pénétrer la peau des gibiates, mais Kenroku réfléchissait rapidement, utilisant un câble pour étrangler l'un des monstres. À la porte d'entrée, Adam a eu du mal à retenir la marée de monstres, mais Sansui est arrivé juste à temps, abattant le gibiate qui menaçait d'attaquer Adam. La situation devenant de plus en plus désastreuse, Sansui a pris le contrôle de la ligne défensive, ordonnant à Adam et Brian de retrouver Kathleen. Adam nourrissait toujours du ressentiment envers Sansui, mais a finalement été contraint de se conformer lorsque Brian a insisté sur la question. Il ne fallut pas longtemps avant que Kenroku et Yoshinaga n'arrivent sur les lieux et furent stupéfaits par la maîtrise du katana de Sansui alors qu'il combattait les gibiates. Lorsque Sansui est tombé sur un gibiate trop puissant pour être vaincu avec son épée seule, Kenroku est intervenu et a lancé une grenade pour éclairer le point faible de la créature, permettant à Sansui de porter le coup fatal. Le groupe a continué à combattre les gibiates jusqu'à l'aube, mais leur victoire a été douce amère. Maeda avait été infecté, et alors qu'il commençait à entendre les sons révélateurs de l'égouttement, il exprima sa joie d'avoir rencontré un grand samouraï comme Sansui avant de lui demander de mettre fin à ses jours avant qu'il ne devienne un gibiate. La mort de Maeda a été un coup dévastateur, et même Kathleen, habituellement si stoïque, n'a pas pu retenir ses larmes. Plus tard, Kathleen a interviewé Kenroku, qui s'est révélé être le plus jeune descendant du clan Sanada. Il a quitté le clan pour être avec sa petite amie, Okuni, mais a été exilé après avoir tué le shogun qu'il avait prise de force. Alors que Kenroku parlait à Kathleen, il fut frappé par un sentiment de familiarité sur son visage, réalisant avec un choc qu'elle ressemblait de façon frappante à Okuni. D'un autre côté, Yoshinaga, Brian et Yurika regardaient le camp désolé. Ils ont discuté de leurs prochains mouvements et ont pesé leurs options. Peu de temps après, Yurika a proposé de s'aventurer dans la campagne isolée de Niigata, entourée de montagnes. Elle a expliqué que la région était peu peuplée, ce qui augmentait la probabilité de rencontrer moins de gibiates. En entendant cela, Yoshinaga a accepté, rappelant le centre de recherche situé à Niigata.
Puis ils en font leur prochaine destination. Après cela, Yoshinaga a chargé Sansui et les autres de collecter des dards Gibiat, car il avait besoin d'une grande quantité de venin pour rechercher un vaccin. Il les a conduits au bâtiment où il gardait ses échantillons et espérait que l'hélicoptère sur le toit resterait intact, car il pourrait servir de moyen d'évasion. Alors qu'ils entraient dans le bâtiment, Yoshinaga enrôla Sansui et Kenroku pour monter la garde, car il soupçonnait que Gibiat pouvait se cacher à l'intérieur. Ils sont passés à l'action, dégageant rapidement les lieux. Puis Yoshinaga a demandé aux autres de rassembler ce qu'ils pouvaient porter et de le rencontrer sur le toit. Peu de temps après, Brian l'a approché et lui a demandé s'il croyait vraiment pouvoir créer un vaccin. Brian a partagé la douleur de perdre des êtres chers et l'espoir que ses recherches pourraient apporter un peu de réconfort. Yoshinaga a assuré à Brian qu'avec l'aide de Sansui et Kenroku, il avait obtenu suffisamment d'échantillons pour accélérer la production du vaccin. Alors qu'ils se rassemblaient sur le toit, Sansui ressentit une présence inquiétante. Soudain, ils ont repéré un homme qui s'était effondré sur le toit du bâtiment adjacent. Le groupe a rapidement décollé en hélicoptère, dans l'intention de le secourir. Mais leur mission fut interrompue par un nouveau type de Gibiat, armé d'ondes supersoniques. Cependant, Kenroku a été horrifié de découvrir que ce Gibiat n'était pas repoussé par la lumière, et Yoshinaga a souligné ses capacités uniques. Ils ont essayé de fuir, mais les Gibiat ont accroché l'hélicoptère avec ses tentacules. Peu de temps après, Kenroku a fait un acte de foi et a coupé les tentacules avec son fil, mais en vain. Les tentacules se sont avérés trop forts pour être coupés. Juste au moment où le Gibiat était sur le point de l'abattre, Sansui est passé à l'action, sauvant Kenroku d'une mort certaine. Puis il a balancé son katana au Gibiat, mais à sa grande consternation, il s'est cassé à la place. Lorsque l'homme qui s'était évanoui a repris connaissance, il a levé les yeux et a vu l'hélicoptère planer au-dessus de lui. Il l'a appelé un oiseau et a agité frénétiquement, attirant l'attention de Kenroku. Puis Kenroku lui lança rapidement un câble et lui ordonna de le tirer vers le bas. Finalement, l'homme a réussi à rapprocher l'hélicoptère, et Yoshinaga et le reste de l'équipe ont sauté. Cependant, la victoire a été de courte durée car Brian a été blessé dans la bagarre avec Gibiat, et Kenroku était toujours sur l'hélicoptère. Déterminé à abattre Gibiat, il a écrasé l'hélicoptère sur le monstre, le faisant exploser. Le lendemain matin, l'homme qui les avait aidés se présenta comme Onikura Yukinoju, un moine guerrier de Honganji. Kenroku et Sansui connaissaient sa lignée et savaient qu'il était d'une époque antérieure à eux. Alors qu'ils s'aventuraient à rassembler des fournitures, Kenroku et Yukinoju restèrent endormis. Pendant ce temps, Kathleen a enregistré un journal vidéo et a partagé son histoire. Elle a parlé de son père, un photographe de guerre des États-Unis, qui a été blessé et soigné par une infirmière nommée Yurika Funada. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés, mais son père est décédé alors que Kathleen n'avait que 4 ans. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée, y compris la récente peste Gibiat, elle a trouvé du réconfort dans la compagnie de Sansui, Kenroku et des autres. Lorsque Yoshinaga a guéri la jambe blessée de Brian en lui donnant des analgésiques, une tournure choquante des événements s'est produite. Il s'est soudainement transformé en Gibiat et s'est jeté sur Yoshinaga. Juste à temps, Adam est arrivé et a mis fin au saccage de Brian. La réalité de la situation frappa durement Adam lorsqu'il entendit le Gibiat prononcer son nom, c'était bien Brian qui avait été infecté lors de l'attaque de la veille. Le lendemain, Sansui a été vu jouant du shamisen, un instrument semblable à une guitare. Kathleen, intriguée par l'instrument, a demandé à ce sujet. Puis il a expliqué qu'il l'avait trouvé exposé et qu'il avait l'habitude de le jouer comme une forme d'offrande aux morts et comme un moyen de rendre hommage aux armes cassées. Les pensées de Kathleen se sont rapidement tournées vers la recherche de sa mère, Yurika, qui avait disparu. Sansui, qui était déterminé à aider, a cherché et l'a finalement trouvé debout devant un musée abandonné. Alors que le groupe explorait le musée abandonné, Yurika a souligné l'ancienne exposition samouraï, qui a réservé une surprise à Sansui et aux autres. Ils ont été choqués de trouver leurs anciennes armes exposées, y compris le katana de Sansui, Suigatsumaru, et son épée de style occidental, Albert. Yukinoju se tenait également devant son arme, rappelant son camarade tombé, 12 ans. Kathleen ne put s'empêcher de s'émerveiller devant Sansui, qui portait ses 2 épées avec aisance. Puis il a expliqué son passé de samouraï qui utilisait les 2 épées, le Suigatsumaru étant obtenu d'un samouraï rebelle et le Albert étant un cadeau de son maître. Soudain, une agitation en bas attira l'attention de Kathleen, Kenroku et Sansui. Ils se sont précipités pour trouver Yukinoju combattant Gibiat. Avec leurs armes à la main, ils ont combattu les Gibiats attaquant tout en protégeant Kathleen et Yurika. Malheureusement, la pluie n'a fait qu'empirer les choses, car les Gibiats semblaient se multiplier de minute en minute. Kathleen a demandé à tout le monde de tenir bon, car Yoshinaga et Adam arriveraient bientôt pour les récupérer. Effectivement, Yoshinaga et Adam sont arrivés et ont crié à tout le monde de courir directement vers la voiture. Malgré les obstacles, ils ont travaillé ensemble pour repousser les Gibiats et se mettre en sécurité. Cependant, le bilan de la bataille était évident pour Sansui,
qui était blessée et épuisée d'avoir combattu de toutes ses forces. Bien qu'elle ait été soignée par Yurika, Kathleen s'est inquiétée pour lui et lui a demandé de ne pas trop se pousser. Puis Kenroku récitant un verset du poème du conseiller impérial lorsque Yurika l'a rejoint, lui rappelant la rencontre passée avec Sansui. C'était une époque où il était forcé de revenir de la guerre de Corée, et Kenroku voyageait avec Okuni. À ce moment-là, ils se sont croisés dans la rue et Kenroku l'a immédiatement reconnu comme étant le célèbre samouraï qui brandissait 2 épées. Pendant ce temps, Matsumoto Juzan et ses partisans étaient confrontés à un dilemme car il avait fait des promesses aux armées de l'Est et de l'Ouest. En fin de compte, Juzan s'est rangé du côté de l'armée de l'Est, plaçant Sansui à l'avant-garde de la bataille contre l'armée de l'Ouest. Après une bataille acharnée, Sansui est sorti victorieux. Cependant, Sansui n'était pas encore terminé. Il a confronté Kenroku, désireux de s'engager dans un combat avec lui. Puis il a balancé son épée, coupant la chaîne de Kusarinaga de Kenroku, mais Kenroku n'a pas tardé à esquiver et à riposter avec ses griffes. Après cela, Sansui a réussi à bloquer l'attaque, et ils se sont retrouvés face à face, prêts pour un autre round. Peu de temps après, Kenroku a parlé, déclarant que s'ils continuaient leur combat, aucun des deux ne survivrait. Il a promis à Sansui qu'ils auraient leur combat un autre jour. De retour dans le présent, Adam regardait fixement le collier souvenir de l'armée américaine tombé, sa colère bouillonnant en lui. Soudain, le pneu de leur voiture creva, interrompant leur voyage et attirant l'attention des Gibiates. Sansui, qui se remettait encore de ses blessures, n'a pas pu rejoindre Kenroku et Yukinoju au combat, alors qu'ils se préparaient à affronter la horde de lézards Gibiates. Quelque temps auparavant, Kathleen avait enregistré l'histoire de Yukinoju avec sa caméra. Il a parlé de son enfance, de sa formation de moine guerrier et du rêve de fonder une famille. Bien qu'il n'ait jamais été avec une femme, l'idée de fonder une famille persistait encore dans son esprit. Encouragé par Kathleen, Yukinoju a trouvé l'espoir dans la pensée que son rêve pourrait devenir réalité. Il a déclaré qu'avant que ce jour ne vienne, il protégerait Kathleen et les autres. Alors que des centaines de lézards Gibiates se rapprochaient d'eux, Kathleen demanda désespérément une solution à Yoshinaga, mais ce dernier l'informa à regret qu'il était impossible de remplacer le pneu crevé dans les circonstances actuelles. Alors que le soleil commençait à se coucher, Adam sortit du bâtiment et se dirigea vers un troupeau de lézards Gibiates qui chargeait vers le pont. Kenroku savait qu'Adam avait été mordu par l'une des créatures et subissait maintenant une transformation. Malgré cela, Adam a continué, déterminé à atteindre les lézards et à sauver les autres. Au moment où il atteignit le troupeau, la transformation d'Adam s'accéléra et il s'effondra. Mais avant de perdre connaissance, il s'est souvenu de son passé et des raisons pour lesquelles il se battait. Avec ses dernières forces, il a activé une bombe, se sacrifiant pour détruire le pont et les lézards Gibiates avec. Une fois la poussière retombée, Sansui s'est réveillé pour découvrir qu'Adam avait donné sa vie pour les sauver tous. Submergé par la culpabilité et la tristesse, Sansui s'est reproché de ne pas avoir pu aider Adam. Mais Kathleen le consola, lui rappelant qu'Adam et Brian avaient donné leur vie pour la paix et que Sansui ne devait pas se sentir coupable de leur sacrifice. Alors que le groupe continuait son voyage, Yurika a cousu de nouveaux vêtements pour Yukinoju, qui les a acceptés avec gratitude. Kenroku n'a pas pu s'empêcher de taquiner Yukinoju quand il l'a vu rougir, suggérant qu'il pourrait tomber amoureux de Yurika. Cela a suscité des souvenirs pour Yukinoju, qui a repensé à ses rêves d'enfance d'avoir une famille et aux souvenirs qu'il partageait avec son meilleur ami, Dozan. À la fin du XVIe siècle, le Japon était dans un état d'agitation alors qu'Oda Nobunaga cherchait à unifier le pays. Lorsque Kenyo, le chef d'un puissant temple bouddhiste, a refusé d'arrêter de fournir de l'aide aux ennemis de Nobunaga, les moines guerriers lui ont déclaré la guerre. En 1570, ils réussirent à s'emparer du château de Nagashima, forçant Nobunaga à battre en retraite. 4 ans plus tard, Nobunaga revint avec une armée de 80 000 soldats, déterminés à reprendre le château. Le siège a été brutal et les personnes à l'intérieur ont finalement été forcées de se rendre. Mais au lieu de pitié, il a ordonné à ses soldats d'ouvrir le feu sur ceux qui tentaient de fuir. Le château a été incendié, ainsi que les 20 000 civils à l'intérieur. Malgré le drame, 2 jeunes guerriers, Yukinoju et 12 ans, parviennent à s'échapper. Cependant, les blessures de 12 ans se sont avérées trop graves et il est finalement décédé. Puis Yukinoju a pris la masse à pointe de 12 ans et a continué à se battre contre les troupes de Nobunaga, s'enfuyant dans une grotte où il a marché sur une flaque d'eau. À sa grande surprise, sa masse a soudainement brillé et il a été transporté dans le futur. Dans le présent, Kenroku a suggéré en plaisantant que Yukinoju devrait épouser Yurika et fonder une famille. Cependant, Yukinoju s'est offensé et a frappé de manière ludique Kenroku sur la tête pour ses paroles impolies. Mais alors même qu'il rougissait à la vue de Yurika lui souriant. Peu de temps après, Yoshinaga les a conduits à une aire de repos, mais leur paix a été interrompue lorsqu'un groupe d'hommes armés a appréhendé Kathleen. Le chef du groupe, Anotami Ranjiro, s'est présenté comme un membre du gang Gallian, des condamnés évadés qui réclamaient maintenant leur vivre. À ce moment, Kenroku a été choqué à l'idée que les humains continuent de s'exploiter et de se faire du mal même à l'avenir.
Mais Kathleen a courageusement pris la parole, déclarant que Sansui était un samouraï habile et que le gang Gallian n'aurait aucune chance contre lui. Là, Ranjiro n'a pas été impressionné et a défié Sansui dans un combat. D'un seul coup, il a vaincu Ranjiro sans le tuer. Sansui a fait preuve de pitié, refusant de prendre la vie de Ranjiro et expliquant qu'il ne voulait plus tuer personne. Puis le gang Gallien se retira, libérant Kathleen, et Sansui et ses compagnons reprirent leur voyage. Alors qu'ils s'approchaient d'un tunnel sombre, Yoshinaga les avertit qu'il était probablement rempli de gibiates, mais ils n'avaient d'autre choix que de braver le danger. À l'intérieur du tunnel, ils rencontrèrent les gibiates bloquant leur chemin, mais Sansui et les autres passèrent à l'action, éliminant la menace. Peu de temps après, Kathleen est sortie de la voiture, tenant une grenade à la main. D'un mouvement rapide, elle lança l'explosif vers l'épave bloquant la sortie, l'envoyant dans un flamboiement de feu et de fumée. Mais alors qu'elle se retournait pour revenir, elle trébucha et tomba, avec un gibiat au-dessus d'elle, prêt à frapper. Quelques instants auparavant, Kathleen avait enregistré Ranjiro. Il s'est présenté comme le chef de l'Union Atanomi, un petit groupe Yakuza. Il a partagé qu'il avait passé 5 ans en prison mais qu'il avait été libéré plus tôt en raison de l'épidémie du virus gibiat. Les gardiens ont été parmi les premiers à être infectés, laissant aux prisonniers un chemin clair pour s'échapper. Alors que le gibiat s'approchait d'elle dans le tunnel, l'esprit de Kathleen erra vers son passé. Elle se souvenait d'une époque où elle était une jeune fille, pleurant après avoir trébuché et chuté. Son père la réconfortait, la soulevant sur ses épaules et lui disant de toujours regarder vers l'avenir, quels que soient les défis qui pourraient survenir. Il lui a rappelé qu'il n'y avait pas de catastrophe ou de guerre qui durerait éternellement. Pendant ce temps, alors que Kenroku courait pour sauver Kathleen, il fut soudainement confronté à une horde de gibiates. Yukinoju et Sansui pouvaient à peine l'apercevoir à travers le barrage constant des monstres infectés. Mais juste au moment où tout semblait perdu, une femme mystérieuse est apparue, abattant le gibiat qui menaçait de nuire à Kathleen. Avec une précision experte, elle tailla et tua le monstre avec facilité. Puis Kathleen a perdu connaissance et a été transportée dans son passé dans un rêve. Elle se souvient du jour où elle, sa mère et son père sont allés à l'aéroport, son père l'embrassant sur le front et lui demandant de prendre soin de sa mère pendant son absence. Tragiquement, son père a été tué par une balle perdue lors d'une mission de photographie, laissant Kathleen et sa mère ramasser les morceaux. Lorsque Kathleen est revenue à elle, elle a vu la femme qui l'avait sauvée combattre toujours les gibiates. Elle s'est approchée et l'a remerciée, apprenant que le nom de la femme était Ayam et qu'elle était une ancienne policière. Ayam s'est immédiatement associée à Kenroku et aux autres, qui étaient toujours occupés à combattre les gibiates. Avec des attaques incessantes, Sansui et l'équipe ont réussi à éradiquer tous les monstres infectés du tunnel. Peu de temps après, Kathleen a présenté Ayam à sa mère, Yurika, et lui a parlé de la bravoure d'Ayam pour la sauver. Puis Yurika a exprimé sa gratitude et a invité Ayam à venir avec eux à Niigata. Dans le même temps, Yoshinaga a également accueilli Ayam, disant qu'il se sentirait plus en sécurité avec quelqu'un d'aussi fort qu'elle dans leur groupe. Finalement, elle accepta de les rejoindre et Yoshinaga leur conseilla de sortir rapidement du tunnel et de trouver un endroit pour se reposer. À leur insu, Ranjiro et son équipage observaient le combat de Sansui et étaient arrivés à la conclusion qu'il n'était pas un humain normal. Alors qu'ils voyageaient, Ayam a repéré une source chaude qu'elle avait déjà visitée. Pendant leur bain, elle s'est confiée à Yurika et Kathleen sur son passé. Elle a révélé que sa mère avait été tuée par gibiat et que son père était membre des Yakuza. Au départ, Ayam ne savait pas où se trouvait son père, mais elle était devenue policière dans l'espoir de le retrouver. Elle a découvert plus tard que son père était impliqué dans un incident qui l'avait conduit en prison. Dans le bain des hommes, Yoshinaga a conseillé à Sansui de tremper plus longtemps pour aider à guérir ses blessures. Puis il se souvint du même conseil de son maître et décida de suivre les conseils de Yoshinaga. Lorsque Sansui a émergé de la source chaude, Yoshinaga et les autres ont été choqués de voir les cicatrices recouvrant son corps. Puis Sansui a commencé à se souvenir de son passé. À cette époque, lorsque sa famille et son clan ont été anéantis par le clan Shimizu, il a été adopté par un samouraï occidental nommé Albert et élevé comme épéiste. Albert tombe alors gravement malade et remet son katana à Sansui. Quelque temps plus tard, le clan Shimizu lance une attaque sur le territoire de Sansui, l'attirant au combat. Dans le feu de l'action, Sansui impressionne Juzan avec ses incroyables capacités, ce qui amène Juzan à lui présenter le katana vénéré, Suigatsumaru. Une fois le conflit terminé, Sansui et ses alliés poursuivent leur voyage. Puis Ayam s'avance, se présentant à la caméra de Kathleen. Elle partage son héritage unique, avec un père japonais et une mère chinoise. Les parents d'Ayam se sont séparés quand elle était jeune et sa mère a travaillé dans le restaurant chinois d'un parent pour les soutenir tous les deux. C'est laquelle a perfectionné ses compétences dans les arts martiaux chinois, maniant le tonfa avec maîtrise. Cependant, l'association de son père avec les Yakuza a finalement conduit au divorce de ses parents, alimentant le désir d'Ayam de devenir policier et de rendre justice dans un monde où le bien et le mal ne sont plus clairs. Pendant ce temps, quelque part, les Galliens se sont réunis pour le déjeuner. Ils se sont tous plaints,
car un membre de Galion nommé Sakuma Hidenori ne faisait plus que faire des menus de Katsukar. Soudain, 2 membres de Galion nommés Shishigaya Guran et Amuro Katsunori sont revenus, rapportant à Ranjiro leur recherche infructueuse de nourriture et de ressources. Leur fourniture étant épuisée, Ranjiro décide d'engager à nouveau le groupe de Sansui. Pendant ce temps, dans la voiture, Sansui est émerveillé par la vue d'un appareil GPS, alors que Yoshinaga explique ses fonctions. Cependant, leur crainte est de courte durée car ils se rendent compte qu'ils sont poursuivis par les Galiens. Les 2 voitures s'arrêtent l'une à côté de l'autre et Ayame est stupéfaite de voir son père, Ranjiro, dans le véhicule opposé. Puis Ranjiro ordonne à ses hommes d'arrêter la voiture de Yoshinaga, mais alors que Guran se prépare à tirer sur leurs pneus, une silhouette surprenante apparaît sur la route. Il s'agit de Metora, anciennement connu sous le nom de Gibiat, qui avait déjà été touché par Kenroku dans un hélicoptère. Yoshinaga l'a renommé et a été choqué de la voir debout au milieu de la route, transformée en une forme humanoïde. Soudain, elle change à nouveau de forme, devient un T-Rex et attaque la voiture des Galians, la faisant tourner hors de contrôle. Puis Sansui a agi rapidement car Metora était sur le point de faire des ravages sur la voiture de Galian. Il a fermement dit à Yoshinaga de se retirer et a pris les choses en main. Il s'avança courageusement et réussit à maîtriser Metora. Kenroku et Yukinoju se sont précipités pour aider Sansui, Kenroku utilisant ses cordes pour essayer de retenir Metora. Cependant, Kenroku s'est vite rendu compte que ce Gibiat était beaucoup plus fort que tout ce qu'il avait affronté auparavant. Malgré ses efforts, Kenroku a été surpris de voir que Metora n'était pas dévoré par le désir de piquer les humains, et que le Gibiat était toujours en vie même après que Kenroku ait tenté de le faire exploser à l'aide d'un hélicoptère. Sansui était déterminé à vaincre Metora, peu importe le prix. Pendant ce temps, dans la voiture, Yurika s'approcha d'Ayame, qui était plongé dans ses pensées. Ayame partageait son désir de sauver son père, même si cela signifiait sa mort par Gibiat. Yurika a doucement demandé si Ayame irait bien si son père ne s'en sortait pas. Kathleen, qui écoutait, a avoué se sentir jalouse d'Ayame, car elle avait encore un père pour lequel se battre. Puis Ayame a été hantée par les souvenirs de la mort de sa mère, qui a été infectée par une piqûre de Gibiat. Elle savait qu'elle devait agir pour arrêter Metora et empêcher les autres de subir le même sort. Avec l'aide de Yukinoju, Kenroku et Sansui, elle s'avança courageusement pour rejoindre le combat contre la dangereuse créature. À leur grande surprise, ils ont réalisé que Metora tentait de communiquer avec eux. Sans autre option, Ayame a proposé un plan audacieux. Elle a utilisé une voiture pour pousser Metora dans une rivière voisine, où le courant a emporté le Gibiat. Alors que le combat s'apaisait, Ayame tourna son attention vers son père, Ranjiro. Elle l'a grondé pour ses actions, lui demandant s'il n'avait pas honte d'attaquer et de voler les autres dans un monde déjà détruit. Elle lui a dit que s'il voulait se battre, il devrait le faire pour se venger du Gibiat qui a coûté la vie à sa mère. Puis elle lui a dit de partir et de ne plus jamais se montrer à elle. Malgré leurs efforts, Sansui ressentait les effets de combats incessants et tomba malade. Yurika a suggéré qu'ils arrêtent la voiture et prennent quelques jours pour se reposer. Puis Ayame consulta la carte sur le GPS et pointa vers une usine alimentaire, ordonnant à Yoshinaga de les y conduire. Pour faire court, Ayame, Kenroku et Yukinoju sont arrivés dans un endroit infesté de Gibiat. Ils ont réussi à tuer les créatures et à ranger la zone pour que Sansui se repose. Pendant ce temps, Kathleen a enregistré sa mère, Yurika, alors qu'elle parlait de ses moments les plus heureux et les plus tristes de sa vie. Elle a révélé que la naissance de Kathleen était le moment le plus heureux et la mort de son mari était le plus triste. Elle a exprimé son souhait de mourir avant Kathleen. De retour dans le présent, Yurika a été piquée par un Gibiat, et Kenroku l'a rapidement tué. Yoshinaga espérait que Yurika n'avait été frappée que d'une morsure vide, car le Gibiat aurait pu en avoir mordu d'autres au cours des dernières 24 heures. Puis il est resté pour laisser Sansui et Yurika se reposer. Cependant, Kathleen s'est réveillée pour trouver sa mère disparue. Après s'être réveillée, Ayame et Kenroku se sont mis à la recherche de nourriture et de Yurika, laissant Yukinoju derrière pour s'occuper de Sansui et Kathleen. Alors qu'elle s'occupait de la forte fièvre de Sansui, Kathleen est tombée sur une lettre de Yurika. Dans la lettre, elle a dit au revoir à Kathleen et l'a informé qu'elle ne pourrait pas rester avec elle jusqu'à la fin. Cependant, elle a également encouragé Kathleen à ne pas être trop brisée par sa perte, lui rappelant qu'elle avait Sansui et les autres pour la soutenir. Elle croyait également que Yoshinaga terminerait le vaccin et sauverait tout le monde. Yurika a promis de revenir si elle ne se transformait pas en Gibiat dans les prochaines heures. Peu de temps après, Yukinoju tenta de réconforter Kathleen et lui dit que depuis qu'il était arrivé dans le futur, seul son sourire avait le pouvoir de le sauver. Mais, il ne lui a pas demandé de sourire, à la place, il voulait faire de son mieux pour l'empêcher de se sentir seul. Il lui a demandé d'arrêter de pleurer et à partager une découverte surprenante, à quel point le curry était bon au supermarché. Il s'est dit que si tout le monde avait accès à de la bonne nourriture comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas à s'entretuer à son époque. En entendant cela, Kathleen a été stupéfaite lorsqu'elle a appris la dure réalité dont Yukinoju était originaire. Dans un acte de gentillesse et de protection,
elle a donné à Yukinoju l'amulette que sa mère lui avait transmise. Elle a méticuleusement cousu l'amulette sur ses vêtements, s'assurant qu'elle ne serait pas perdue. Après avoir reçu l'amulette, Yukinoju a remercié Kathleen et l'a informé que son pouvoir avait déjà décuplé sa force. Pendant ce temps, Ayame était rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu tuer le Gibiate qui avait infecté Yurika. Ensuite, Kenroku a essayé de lui offrir du réconfort, lui rappelant que même Yukinoju devait ressentir une grande détresse. Il l'a exhorté à se dépêcher de rentrer et lui a offert des mots d'encouragement. Alors qu'ils avançaient, ils tombèrent sur une voiture abandonnée où ils trouvèrent Yurika, qui montrait des signes de sa transformation en Gibiate. Peu de temps après, Ayame et Kenroku sont tombés sur un supermarché et ont uni leurs forces pour vaincre un groupe de lézards Gibiate. Une fois le danger passé, ils se sont aventurés à l'intérieur pour rassembler des fournitures indispensables, telles que des médicaments et de la nourriture. Les pensées d'Ayame dérivèrent vers Yurika alors qu'elle rêvassait, seulement pour être interrompue par un autre lézard Gibiate qui faillit prendre le dessus sur elle. Puis Kenroku est rapidement passé à l'action, sauvant Ayame et tuant la créature. Il lui a rappelé de rester vigilante et concentrée, car elle devait rester forte pour sauver tout le monde et attendre que Sansui se rétablisse, ainsi que le retour éventuel de Yurika. Pendant ce temps, Kathleen et Yukinoju ont entendu une agitation venant de l'extérieur. Ils regardèrent pour voir un troupeau de gibiantes se diriger vers leur emplacement. Déterminée à protéger Sansui, elle était prête à affronter la horde venant en sens inverse. Cependant, Yukinoju l'a rapidement repoussée dans le bâtiment et a fermé la porte. Furieuse, Kathleen a frappé à la porte, exigeant qu'on la laisse sortir pour qu'elle puisse aider à se battre. Mais il a refusé, insistant sur le fait que l'amulette qu'elle lui avait donnée la protégerait. Yukinoju a ensuite demandé à Kathleen de fabriquer un nouveau talisman au cas où Yurika reviendrait. Il brandit sa masse et défia sans crainte les gibiates de sortir. La scène s'est ensuite déplacée vers Guran devant la caméra de Kathleen. Il a révélé qu'il était un orphelin qui avait été recueilli par Ranjiro. Il a expliqué qu'il avait consacré sa vie à protéger Ranjiro, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Pour mieux servir Ranjiro, qui maniait un katana au combat, Guran a perfectionné ses compétences avec des armes. Il a déclaré qu'un fusil serait l'arme idéale contre les gibiates, mais malheureusement, il était actuellement à court de munitions. Il a également mentionné que les lois strictes du Japon contre la libre utilisation des armes à feu ont contribué à sa chute aux mains des gibiates. Il a été stupéfait d'apprendre que le reste du monde avait également été détruit par l'invasion des gibiates. De retour dans le présent, Ayame et Kenroku sont tombés sur une scène déchirante alors qu'ils retournaient à leur cachette le matin. Devant eux se trouvaient les corps de plusieurs gibiates, mais ce qui brisa encore plus leur esprit fut la vue de Yukinoju, qui était mort en protégeant Kathleen. Alors qu'Ayame ouvrait la porte, Kathleen fondit en larmes, serrant l'amulette contre sa poitrine et pleurant la perte de son protecteur. À sa grande surprise, la mort de Yukinoju n'a pas été causée par le venin des gibiates, ce qui l'a amené à croire qu'il était peut-être encore humain. D'un autre côté, Kenroku a fait une réalisation choquante en remarquant l'un des cadavres de gibiates habillé comme Yurika. Il s'est rendu compte que la femme était revenue en tant que gibiate et a émis l'hypothèse que Yukinoju n'aurait peut-être pas été en mesure de se battre à pleine puissance. La nouvelle a envoyé Kathleen dans une frénésie, la faisant crier hystériquement alors que les souvenirs de sa mère et son bref passage avec Yukinoju inondaient son esprit. Dans une tentative de la calmer, Ayame l'a réconfortée et a exprimé à quel point le monde pouvait être cruel, prenant d'abord la vie des personnes les plus gentilles. Peu de temps après, Sansui a finalement repris conscience et a été informé des événements qui se sont déroulés alors qu'il était inconscient. Rempli de gratitude, il s'approcha du corps de Yukinoju et le remercia pour sa bravoure dans la protection de Kathleen. Avec la mort de Yukinoju, Sansui et les autres n'étaient plus que 5 membres. Néanmoins, ils se sont renforcés et se sont préparés pour le voyage à venir, se dirigeant vers Niigata avec les armes à la main. Le lendemain, ils arrivèrent enfin à la ville et se dirigèrent directement vers le bâtiment où se déroulaient les recherches sur les gibiates. En chemin, ils rencontrèrent différents types de gibiates, prêts à attaquer quiconque osait s'approcher du bâtiment. Sansui, qui hésitait initialement à faire face à de telles chances, s'est rallié lui-même et son équipe, déterminés à mener à bien leur mission. Malgré le revers de perdre l'un des leurs, Sansui, Kenroku et le reste du groupe ont tenu bon. Quand ils sont arrivés au bâtiment, Sansui et les autres se sont préparés à s'engager dans la bataille. Soudain, la voiture de Gallian s'est arrêtée et à la surprise d'Ayame, Ranjiro est sorti avec son équipage, prêt à donner un coup de main dans la lutte contre la horde gibiate. Ayame était soulagé de voir que son père avait changé pour le mieux et que le groupe Sansui avait maintenant de nouveaux alliés sur lesquels compter. Sans perdre de temps, Sansui et son équipe sont passés à l'action, utilisant leurs divers styles de combat pour vaincre la horde de gibiates. Au final, ils sortirent vainqueurs, ayant réussi à anéantir les gibiates nichant dans le bâtiment. Puis Sansui a remercié Ranjiro et son équipage pour leur aide dans la bataille. Pendant ce temps, Yoshinaga s'est rendu au laboratoire de recherche de gibiates pour continuer à travailler sur le vaccin. Alors qu'ils célébraient leur victoire avec un repas de curry préparé par Sakuma,
Ils ont trouvé la paix en sachant que les lumières du générateur d'électricité réparé tiendraient les Gibbiates à distance, leur permettant de se reposer tranquillement toute la nuit. Lorsque le soleil se leva sur l'océan, Metora réapparut à l'extérieur du bâtiment, son regard fixé sur ses murs. Hayam a pris les choses en main, brandissant son fusil de chasse, et a réveillé les autres avec un sentiment d'urgence. Metora était venu à leur porte. Peu de temps après, Sansui et le groupe se sont rapidement armés de diverses armes, déterminés à se protéger et à protéger leur maison. Cependant, leurs efforts se sont avérés vains, car Metora s'est avérée trop puissante pour être vaincue. Malgré leurs attaques, elle est restée ferme, ne montrant aucune intention de leur faire du mal. À leur grande surprise, Metora a finalement quitté le bâtiment, se dirigeant directement vers le docteur Yoshinaga. Puis Sansui et les autres ont suivi, désireux d'affronter Metora. Kenroku, toujours ingénieux, a lancé un barrage de bombes dans sa direction. L'impact a été dévastateur, l'envoyant voler hors du bâtiment et entraînant finalement sa mort. C'est alors que Yoshinaga a fait la percée qu'ils espéraient, il avait trouvé un vaccin qui guérirait Gibbiat et redonnerait aux personnes infectées une forme humaine. Alors que Yoshinaga se tenait au-dessus du corps sans vie de Metora, sa tristesse était palpable. Sansui et les autres ont été pris au dépourvu lorsque Yoshinaga a révélé sa véritable identité, il n'était pas de la Terre, mais d'une autre planète. Il a partagé qu'il avait été l'élève du père de Metora et, à leur grande surprise, de son petit ami. La tragédie a commencé lorsque Metora a consommé le Gibbiat, une substance censée conférer une force immense, qui était vénérée comme un cadeau des dieux de leur planète. Mais la substance était incompatible avec son corps, la transformant en monstre. Peu de temps après, Yoshinaga et son mentor ont travaillé sans relâche pour trouver un antidote, mais leurs efforts ont été interrompus lorsque le père de Metora est mort dans un conflit sur les Gibbiat. Pour protéger Metora, il l'a emmené loin de la planète, à l'aide d'une capsule volante. Cependant, la capsule a été endommagée pendant le voyage, provoquant la transformation de la substance Gibbiat en virus sur Terre et le crash de Metora en Europe. Pendant ce temps, Yoshinaga a atterri au Japon, où il a finalement rencontré Kathleen et les autres. Avec Metora parti, la colère et la frustration de Yoshinaga ont débordé. Il a estimé que tous ses efforts avaient été vains et il a juré de faire payer les responsables. Il a pris sa rage sur Hayam, l'infectant avec le virus et la regardant se transformer en un monstrueux Gibbiat, massacrant le reste de l'équipage de Ranjiro. Sansui a été contraint d'agir, décapitant Hayam pour mettre fin au massacre. Dans un moment de folie, Yoshinaga s'est injecté une souche encore plus puissante du virus Gibbiat. Il était déterminé à venger la mort de Metora, même si cela signifiait trahir sa promesse de sauver la Terre et d'en faire un nid pour Gibbiat. Avec l'intelligence et la capacité de parler encore intacte, il représentait maintenant une menace mortelle pour Sansui et Kenroku. Ils se sont préparés pour une bataille féroce, mais même le légendaire katana Suigatsumaru de Sansui n'était pas à la hauteur de sa forme dure et mutée. Alors que le combat contre Yoshinaga semblait toucher à sa fin, une lueur d'espoir apparut sous la forme de Kathleen. Armée d'un pistolet paralysant, elle s'est rendue sur le champ de bataille pour aider Sansui et Kenroku. Cependant, l'inattendu s'est produit car le pistolet paralysant n'a servi qu'à muter et renforcer davantage Yoshinaga. Dans une révélation choquante, Yoshinaga a expliqué que l'arrivée de Sansui, Kenroku et Yukinoju dans le futur était le résultat des fragments de sa capsule volante se transformant en comète avant d'atterrir sur Terre. Kathleen, qui avait fait un vœu sur une comète qu'elle avait vue, était remplie de culpabilité en réalisant que sa demande avait amené Sansui, Kenroku et Yukinoju dans le futur, entraînant leur souffrance et la mort de Yukinoju. Juste au moment où tout semblait perdu, Ranjiro est intervenu pour apporter son soutien. Il tendit à Sansui son katana et chargea Yoshinaga, se sacrifiant dans un dernier acte de vengeance pour la perte d'Ayam et de son équipage. À la fin de la bataille avec Yoshinaga, Sansui et Kenroku sont sortis victorieux, mais non sans coup. Sansui avait été blessé, recevant une piqûre mortelle de Yoshinaga pendant le combat. Malgré l'offre de Kathleen d'une évasion sur son navire, Sansui a refusé, connaissant les dangers potentiels posés par le virus Gibbiat. Il ne voulait pas risquer de mettre en danger Kathleen et Kenroku. Le cœur lourd, Kathleen regarda Sansui rester pour affronter seuls les Gibbiat. Elle comprenait sa décision, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir de la tristesse à l'idée de le perdre. Elle gardait l'espoir que Sansui survivrait et qu'ils seraient réunis un jour. Et l'anime se termine. La leçon de morale de cet anime concerne les mesures simples mais efficaces que nous pouvons prendre pour rester en bonne santé, ainsi que ceux qui nous entourent, comme se laver fréquemment les mains et maintenir un environnement propre.